Donc, le risque routier, c'est l'affaire de tous et il doit être évalué au même titre que les autres risques professionnels, d'autant plus que c'est la première cause de mortalité au travail. Sur plus de 3400 décès, tout confondus sur la route en 2019, 406 salariés ont perdu la vie, soit 12,5% de la mortalité routière totale. Il ne faut pas oublier non plus les accidents graves et invalidants, avec plus de 6000 salariés en incapacité permanente ou partielle, uniquement pour les accidents de trajet. Et enfin, plus de 10 millions de journées de travail ont été perdues, occasionnant de lourdes conséquences financières, aussi bien pour les entreprises que pour les salariés. Voici donc les sujets que nous allons aborder lors de l'intervention. Tout d'abord des définitions, l'accident de trajet, l'accident de mission, des statistiques, les obligations réglementaires des employeurs, les responsabilités des employeurs et des salariés. Nous aborderons les facteurs de risque et puis nous parlerons des véhicules utilitaires légers, des deux roues et le travail pour arriver enfin à la conclusion. Oui. Oui. Donc, tout d'abord, des définitions. Voilà, on y arrive. Sur l'accident de trajet, il se produit à l'occasion d'un déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel. C'est un itinéraire normal, dans un temps normal par rapport aux horaires de travail. Ces déplacements ne doivent pas être interrompus, sauf nécessité essentielle de la vie courante. Par exemple, aller chercher ses enfants est une conséquence du travail. A contrario, aller acheter sa baguette de pain n'est pas une conséquence du travail. Alors, l'accident de trajet, comment se déclare-t-il? Eh bien, comme un accident de travail classique. La preuve de la relation entre l'accident et le travail doit être apportée par le salarié si on la lui demande. La victime doit prouver le lien de causalité entre le travail et la lésion. Maintenant, l'accident de mission. La définition de mission, tout endroit où le salarié se trouve ou se rend par ordre de l'employeur, ou dans l'intérêt de l'entreprise, ou encore par la nécessité de l'emploi. Le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité. L'accident de mission, il a lieu à l'occasion d'un déplacement nécessaire à l'exécution du travail. Donc, par application de cette présomption d'imputabilité, la victime n'a donc pas apporté la preuve du lien de causalité entre le travail et la lésion. Il lui suffit d'établir la réalité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps de travail. Par contre, l'employeur il a toutefois la possibilité de détruire cette présomption d'imputabilité en démontrant que la victime se livrait au moment de l'accident à une activité totalement étrangère au travail. Alors, ce qu'on peut retenir sur les chiffres les plus récents, donc ceux de 2019, c'est qu'il y a eu 406 décès lors d'un déplacement lié au travail, avec 111 salariés décédés lors d'un accident de mission et 295 salariés décédés lors d'un trajet domicile-travail. 38% des accidents de la route, mortels ou pas, sont liés au travail, mission ou trajet. Ça représente plus de 21 000 accidents sur une année. Alors, sur ce schéma, on visualise bien les périodes de la journée les plus accidentogènes, qui se retrouvent sur les horaires classiques d'embauche et de débauche des salariés. Donc, je prends ma courbe bleue
qui représente les trajets domicile-travail. Et effectivement, on a un pic d'accidents entre plutôt 7-8 heures, hein, et le soir vers 17 heures jusqu'à entre 17 et 19 heures. Hein. Voilà. On voit que la sinistralité du matin, elle est majorée par le croisement de deux populations, puisque vous avez à la fois les travailleurs de nuit qui débauchent, qui sont dans un moment où la vigilance baisse, et vous avez à la fois les travailleurs de jour qui embauchent. Donc, ça multiplie les passages sur la route. Et puis, sur la courbe orange, donc là, c'est les accidents de mission. Donc, on voit qu'ils ont plutôt lieu entre 8 heures et 20 heures, ce qui correspond à l'ouverture, aux horaires d'ouverture de pas mal d'entreprises hein, dans cette tranche horaire. La nuit, il y a quand même beaucoup moins d'entreprises qui sont ouvertes. On va maintenant aborder les obligations réglementaires de l'employeur. Donc, 3 points importants. L'obligation générale de sécurité, les principes généraux de prévention et l'obligation d'évaluation des risques professionnels. On le rappelle, hein, le risque routier doit être évalué par l'employeur au même titre que les autres risques. L'obligation générale de sécurité, l'article L4121-1 précise que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, y compris les travailleurs temporaires. Et enfin, les 9 principes généraux de prévention qui vous sont rappelés ici. Et notez bien donc dans l'obligation de formation de l'employeur à l'utilisation du véhicule fourni par l'entreprise, qui est rappelé dans le point 9, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Donc, si l'employeur ne met pas en œuvre son obligation de sécurité, ses responsabilités civiles et ou pénales pourraient être engagées. Les responsabilités salariées, en tant que conducteur d'un véhicule sur l'espace public, le salarié doit respecter le code de la route. Sa responsabilité pénale est engagée s'il occasionne un dommage corporel. Son permis de conduire, c'est un élément substantiel de son contrat de travail et il peut être privé d'emploi si perte du permis. Rappelons que pour certains, le permis de conduire ne sert pas qu'à se rendre sur le lieu de travail, mais aussi à honorer les missions de son contrat de travail. Par exemple, les chauffeurs-livreurs, le maçon qui doit se rendre sur son chantier, le commercial non sédentaire. 2 exemples où justement la responsabilité peut être engagée. Pour l'employeur, s'il met un véhicule défectueux à disposition de son salarié, sa responsabilité peut être engagée. Et pour le salarié, s'il ne respecte pas le code de la route ou s'il prend des médicaments qui peuvent le faire somnoler, sa responsabilité est engagée aussi. Donc, cela nous amène directement aux facteurs de risque. Donc, vous pouvez en apercevoir quelques-uns sur cette diapositive. Hein. Là, on voit de l'alcool, une feuille de cannabis, des médicaments, une vision qui n'est pas au top de sa forme. Le téléphone, Amanda. Le téléphone, ah oui, il est là, tout à fait. Voilà, donc on va les reprendre hein, un peu plus en détail par la suite. Hein, la vitesse excessive, la conduite non citoyenne. Les troubles de la vigilance, ils sont liés à diverses causes. Hein, donc le téléphone, comme disait Catherine, la prise de substances psychoactives licites, comme l'alcool, les médicaments sur ordonnance, ou pas d'ailleurs, et la prise de substances psychoactives illicites, comme les drogues. On retrouve aussi les conditions météorologiques difficiles et une organisation du travail non optimisée. Voyons voir ces facteurs de risque un peu plus dans le détail, justement.
Eh bien, on va commencer par la vitesse. La vitesse diminue le champ visuel, augmente la distance d'arrêt, les pertes de contrôle et aggrave les accidents. Qu'est-ce qu'on entend par distance d'arrêt? C'est la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Une petite astuce mémotechnique pour connaître sa distance d'arrêt en fonction de sa vitesse. Il faut multiplier au carré le chiffre de la dizaine de sa vitesse en cours. Donc, si on regarde là, par exemple, 50 km/h, la dizaine étant 5, 5 au carré, il va vous falloir 25 mètres de distance d'arrêt. Donc, en fonction de votre vitesse à 50 km/h. Les règles de sécurité, eh bien, il faut respecter les limitations de vitesse, adapter sa vitesse aux conditions climatiques et respecter les fameuses distances de sécurité. Le téléphone au volant, il est interdit lors de la conduite, y compris avec des oreillettes, des écouteurs, un casque audio. Le code de la route y précise bien, l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Alors, il faut comprendre par véhicule en circulation un véhicule dont le moteur est allumé. Pour utiliser le téléphone en voiture, le téléphone doit donc être à l'arrêt, sur une place de stationnement ou alors à l'occasion d'un arrêt d'urgence en cas de panne, et le moteur doit être éteint. Le simple fait de tenir le téléphone en main est suffisant pour la verbalisation. Donc, je vous rappelle, hein, c'est une amende de 135 € lorsqu'on téléphone au volant. Eh bien, les règles de sécurité à mettre en place, c'est instaurer un protocole de communication, un protocole donc vie professionnelle avec son employeur et ses collègues, et vie personnelle avec ses proches. Et on ne contacte pas une personne si elle est sur la route. Très important. Il faut éteindre son téléphone portable avant de partir. Et on fait des pauses pour consulter sa messagerie. Ou alors, on peut utiliser un kit Bluetooth main libre qui, lui, ne nécessite pas de dispositif dans les oreilles. Mais bon, malgré tout, attention. On sait que l'utilisation du portable ou du kit main libre, votre temps de réaction est multiplié par 2 et le risque de collision, lui, par 6. Pour les motards, seuls sont autorisés les systèmes intercom Bluetooth qui sont intégrés au casque. Le casque, lui, il est assimilable à l'habitacle d'une voiture. Alors, parlons maintenant d'autres facteurs de risque sur la conduite. L'alcool et les produits illicites. Concernant l'alcool, le taux maximum autorisé est de 0,5 g par litre dans le sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Quant aux drogues, elles sont interdites. Donc, les conséquences sur la conduite de la prise de ces substances, ça va être une diminution du champ visuel, des troubles du comportement, euphorie, désinhibition, agressivité, mauvaise estimation des situations rencontrées, tendance à la somnolence, etc. On va aussi avoir un ralentissement des réflexes et donc au final une augmentation du risque d'accident. Rappelons qu'un accident mortel sur 3 est lié à l'alcool. Alors, un petit rappel sur la quantité d'alcool. Donc, tous ces verres contiennent la même quantité d'alcool. Ce n'est pas la taille du verre qui fait la dose, hein. Ça va être la quantité plus le dosage d'alcool de la boisson. Donc, pour mémoire, un verre standard bu fait passer l'alcoolémie à 0,20 g par litre chez l'homme et à 0,30 g par litre chez la femme, sachant que l'alcool s'élimine de 0,15 g par litre par heure.
Donc, conclusion, vous êtes à plus de 0,50 g par litre et donc en infraction. Donc, pour un homme, si vous buvez plus de 2 verres d'alcool. Par contre, pour une femme, si vous buvez plus d'1 verre. Prenons également l'exemple du cannabis. Donc là, cette diapo, elle illustre l'augmentation du risque d'être responsable d'un accident mortel sous l'emprise du cannabis. Donc vous voyez que ça augmente ce risque d'1,8 fois. Et ça montre aussi, cette diapositive, la multiplication des facteurs entre eux. C'est-à-dire que on ne va pas ajouter le risque cannabis et le risque alcool, on va les multiplier. Et du coup, si vous prenez les deux, vous avez 14 fois plus de risque d'être responsable d'un accident mortel. C'est ce qu'il faut retenir. Les facteurs de risque ne s'additionnent pas, mais se multiplient entre eux. Alors, pour éviter tous ces problèmes, si le conducteur est sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, il faut bien sûr refuser de monter dans le véhicule et ne pas le laisser partir. On peut aussi privilégier les transports en commun ou faire appel à un taxi ou à un collègue. Pour rappel, en entreprise, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. Alors, il faut comprendre ivresse non pas comme un état systématiquement rattaché à une prise d'alcool, mais plutôt comme des troubles du comportement, type vertige, perte d'équilibre, la sensation ébrieuse, qui n'est pas seulement liée à l'alcool, qui peut aussi être liée à la prise d'autres produits. Donc ça, c'est interdit en entreprise. Hop. Après la vitesse, l'alcool, les drogues illicites, on va voir les médicaments. Donc les médicaments, ils sont susceptibles de contenir des substances psychoactives qui peuvent jouer sur la conduite. Donc, par exemple, on connaît la catégorie des psychotropes, avec les anxiolytiques, les antidépresseurs, les neuroleptiques, etc. Il y a certains antalgiques, notamment ceux du palier 2, dès qu'il y a un petit dérivé de morphine ou autre. Ça peut jouer aussi. Et puis, il y a encore d'autres médicaments. Donc, il ne faut pas hésiter à demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien sur la conduite par rapport à ce que vous prenez. Il faut faire attention aux interactions médicamenteuses. Et là, il n'y a qu'un professionnel qui peut vous éclairer. Et à l'automédication. Là encore, les facteurs de risque se multiplient. Médicaments, drogue, alcool, c'est pas des bonnes combinaisons. Vous pouvez retrouver sur les boîtes de médicaments donc les pictogrammes de vigilance. Donc vous avez le pictogramme jaune là, de niveau 1 qui dit qu'il ne faut pas conduire sans avoir lu la notice. Le pictogramme orange de niveau 2, ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. Et le pictogramme rouge de niveau 3, là pour la reprise de la conduite, demander l'avis d'un médecin. Voilà, donc être vigilant sur ces petits pictogrammes quand on prend des médicaments. Et on en arrive au facteur de risque suivant, qui est la vue. Un des 5 sens indispensables pour la conduite, c'est notre vue, car elle capte 90% des informations nécessaires. On sait, la vue, elle évolue tout au long de la vie avec un impact sur la vision de près et ou de loin. Elle baisse après 40 ans. La nuit entraîne également une baisse de la vision, des couleurs et des contrastes. Et en cas d'éblouissement, le temps de récupération est augmenté. Les règles de sécurité, il faut respecter les distances de sécurité pour agir à temps et il faut regarder loin devant. Il faut faire attention aux conditions de visibilité, de la météo, du jour, de la nuit. Il faut faire suivre régulièrement l'évolution de sa vue par un spécialiste. Et si on en a, il faut porter ses corrections. Il ne faut pas hésiter à reporter son trajet si les conditions ne sont pas optimales. S'il y a de la neige, du verglas, si on a des difficultés personnelles pour conduire la nuit, on décale de quelques heures son trajet.
Et le dernier volet important dans la prévention du risque routier, c'est l'organisation du travail. Pour le salarié, il va s'agir de préparer son itinéraire, vérifier l'état du véhicule et le chargement, ajuster son poste de conduite. Pour l'employeur, il s'agit d'éviter les changements intempestifs de planning et de véhicules, limiter les horaires atypiques et faire réaliser l'entretien des véhicules. Alors, comment bien adapter son poste de conduite? Donc là, vous avez un conducteur qui est idéalement installé. Donc, on constate que le dossier du siège est quasiment à la verticale pour avoir un dos bien droit au maximum. Des bras qui doivent être légèrement fléchis, donc ni trop tendus ni trop pliés pour éviter la crispation. Et des jambes presque tendues. Donc, on adapte son poste de conduite. On réduit le nombre et la fréquence des déplacements. On regroupe certains trajets pour limiter le nombre de kilomètres. On va privilégier les grands axes, les autoroutes, les 2x2 voies aux petites routes. On planifie ses déplacements, on prépare son itinéraire en prenant en compte la météo, le trafic, les travaux. On prend aussi en compte le code de la route, bien sûr, et les temps de repos. On vous rappelle qu'il faut faire une pause toutes les 2 heures en voiture et prendre en considération la configuration des routes. De même, on favorisera la prise de repas sur place ou au restaurant proche de son lieu de travail. Alors, ça c'est bon. Ensuite, on peut aussi utiliser les transports en commun, train, avion, bus, favoriser le covoiturage si la situation sanitaire le permet. Une autre proposition, c'est de développer le télétravail. Comme ça, on optimise l'utilisation des moyens de communication en visioconférence, on communique par mail, on fait des webinaires. On prépare son matériel la veille pour ne pas être stressé le jour J et partir trop en retard. On instaure un protocole de communication. Et, important, on prend conscience de son état de fatigue avant de conduire. Alors, les signes de fatigue, est-ce que vous savez bien les reconnaître? Donc, sur cette diapo, voilà, on voit notre conducteur de tout à l'heure là, qui commence à avoir quelques signes de fatigue. Donc, à savoir, il est inconfortable sur son siège, il se trémousse, il a les jambes qui s'engourdissent, qui picotent, qui fourmillent, il bâille, il a du mal à garder le regard bien concentré, il a les paupières qui sont lourdes, il cligne des yeux, il a mal au dos, il se sent raide du cou. Voilà, tout ça, c'est des signes d'alerte. Et ces signes d'alerte, il ne faut pas penser que ça va passer en se stimulant, en ouvrant la fenêtre, en buvant un verre d'eau, en mettant de la musique. Non, la seule solution, là, c'est vraiment de s'arrêter, faire une micro-sieste de 5-10 minutes et voilà, et de reprendre la route tranquillement. Mieux vaut arriver en retard que pas du tout. Donc, ce que vous pouvez retenir... Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Merci, Catherine. De rien. Oui, je voulais rajouter aussi qu'il faut faire attention à l'approche de votre destination. Il y a 4 fois plus d'accidents qui ont lieu en fin de parcours parce que on baisse son attention, on se dit qu'on est arrivé et on peut avoir tendance à s'endormir aussi avec la fatigue du trajet cumulé. Et 65% des accidents corporels surviennent à moins de 15 km de chez soi, donc sur des trajets quotidiens connus. Donc, ce que vous pouvez retenir, voilà, c'est cette diapo, c'est que conduire au bout de 17 heures sans avoir dormi, c'est comme conduire en ayant 0,5 g d'alcool dans le sang. Donc, c'est dire l'altération de la vigilance. Allez, on va passer aux conditions météo. Alors, la météo, eh bien, il faut en tenir compte quand on prend son véhicule. En hiver, il faut avoir des équipements adaptés, des chaînes, des pneus hiver. Pour les chaînes, il faut s'entraîner à les monter. Les pneus hiver doivent être montés début novembre et on les retire à peu près mi-mars. Les pneus hiver améliorent l'adhérence.
Par temps de pluie ou de brouillard, il est recommandé de réduire sa vitesse, d'allumer les feux de brouillard avant et arrière et d'allonger les distances de sécurité. Par forte chaleur, pensez bien à prendre de l'eau et un brumisateur, vérifier l'état du moteur, décaler le départ en dehors des heures les plus chaudes et puis porter des vêtements amples, légers, confortables pour la conduite. Il faut s'hydrater en évitant les sodas et les autres boissons sucrées. Donc, utilisez la climatisation. Si vous n'en avez pas, eh bien, ouvrez les fenêtres pour ventiler l'habitacle. Et puis, rafraîchez-vous régulièrement avec un brumisateur. La chaleur fatigue, donc il faut multiplier les pauses en vous stationnant, si possible, à l'ombre. Eh bien, maintenant que nous avons évoqué les facteurs de risque routier et la prévention, on va s'intéresser aux véhicules utilitaires légers qui sont largement utilisés dans le secteur du BTP. Alors, un véhicule utilitaire léger. De quoi est-ce que nous allons parler? Eh bien, un véhicule utilitaire léger est conçu et construit pour le transport de marchandises. Il est d'un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes et la cabine et l'espace de chargement forment un tout. Il existe plusieurs catégories. Les véhicules légers font partie de la catégorie N1. L'utilisation des véhicules utilitaires légers est de plus en plus répandue. Bon, maintenant, ils sont dotés des équipements de sécurité au minimum, l'airbag, l'ABS. Leur aménagement est en fonction du métier et puis de ses exigences. Il est aménagé par un professionnel pour éviter que le chargement soit la cause d'accident. C'est très important. Aménagé par un professionnel. Sécuriser, séparer la charge, éviter la surcharge qui augmente les risques d'éclatement de pneus, les distances de freinage et réduit la stabilité du véhicule. Il faut bien répartir le chargement. Les charges doivent être fixées, bloquées pour ne pas se déplacer en cas de choc ou de freinage brutal, car elles sont susceptibles de blesser mortellement les conducteurs ou les passagers. Aujourd'hui, on constate que la cabine d'un véhicule utilitaire léger, ce n'est pas seulement un poste de conduite, mais ça peut être aussi un poste de travail. Ça peut quelquefois être utilisé comme un bureau. On va retrouver le téléphone, des plans, des documents. Ça peut aussi être un coin repas. On va déjeuner dans son véhicule utilitaire léger. Alors, le danger ne vient pas toujours des usagers de la route. Il peut aussi venir de l'intérieur du véhicule. Lors d'un accident, comme on voit sur les images présentées, vous avez des pots de peinture qui se sont renversés, que l'on retrouve même au poste de conduite, sur le pare-brise et sur le siège. Ou alors vous avez à gauche un accident avec des outils qui ne sont pas restés à l'arrière et qui sont venus heurter le poste du passager, le poste du conducteur et même le pare-brise. Donc, ça nous amène à vous montrer un petit film, un film de l'INRS. L'objectif de ce film, c'est de reconstituer en laboratoire un accident avec justement un véhicule utilitaire léger. Ce véhicule, il est équipé, vous allez voir, d'étagères maison.
donc pas par un professionnel. Dedans, on a très peu d'outils et vous allez voir donc un choc avec une vitesse de 50 km/h. Je vous laisse regarder. Pour l'INRS aujourd'hui, c'était de reconstituer en laboratoire un accident avec un véhicule utilitaire léger, équipé d'étagères maison, avec très peu d'outils, quelques matériels, d'avoir un choc à une vitesse de 49 km/h. Après le choc, on constate que les étagères se sont déformées, elles ont été arrachées, les charges ont été projetées vers l'avant, tous les outils ont volé, et in fine, on a un conducteur qui aurait pu être sauvé par sa ceinture et qui se retrouve tué, écrasé par ces charges. Voilà, donc on a bien vu hein, le choc. Donc je rappelle, hein, un choc à 50 km/h. On constate que les étagères, vous avez vu, elles se sont déformées. Les charges, elles ont été projetées vers l'avant. Les outils, vous avez vu, ils ont volé dans tous les sens. Et in fine, on constate qu'un conducteur qui aurait pu être sauvé parce qu'il portait sa ceinture de sécurité, il a été tué, écrasé en fait par son chargement. Donc du coup, la nécessité d'installer une cloison protégée avec des sangles, des filets et arrimer le chargement dans votre véhicule. Installer une cloison, on l'a vu, hein, c'est se protéger, mais il ne faut pas installer n'importe quelle cloison. L'aménagement doit bien être réalisé par un professionnel. Donc, ça se conçoit par un professionnel en même temps que l'on choisit son véhicule. Lors de l'achat, on conçoit déjà comment on va aménager son véhicule en fonction de son métier, de son activité. Par exemple, une trappe d'aération, elle va être nécessaire si on transporte des produits chimiques. Et puis là, on n'oublie pas de mettre un extincteur. Pour en savoir plus sur les VUL, vous pouvez consulter le livre blanc fait par le Comité de pilotage de la prévention du risque routier professionnel. C'est un livre qui date de 2007, mais qui reste néanmoins d'actualité par rapport aux items développés, hein. Vous en avez le listing sur la diapo. Alors, après avoir vu les véhicules légers et les véhicules utilitaires légers, nous allons parler des deux roues. L'utilisation des deux roues, motorisées ou non, demeure une pratique à haut risque. C'est plus accidentogène, effectivement, hein, puisque il y a plusieurs raisons. D'abord, les utilisateurs des deux roues sont invisibles ou trop tardivement visibles avec le problème des angles morts. On a certains cyclistes, motocyclistes qui négligent les panneaux routiers. Et on a de nouveaux conducteurs de roues qui n'ont pas reçu de formation. De plus, il n'y a pas d'habitacle de protection, donc forcément, les blessures sont souvent plus graves. On a davantage de lésions corporelles que sur les véhicules légers et plus de décès aussi, hein.
Alors parfois, les salariés, ils n'ont pas le choix, hein. Les entreprises imposent les deux roues. On pense aux livreurs, aux coursiers, aux taxis, à la poste. Voilà, il s'agit de gagner en rapidité, surtout dans les grandes agglomérations, hein, pour aller plus vite, pouvoir remonter les files. Et puis, on a un phénomène aussi qui est que les nouveaux conducteurs ne sont pas forcément des jeunes, hein, mais aussi des conducteurs d'une quarantaine d'années qui, avec leur permis B, peuvent conduire des motos jusqu'à 125 cm3 sans formation ni expérience. Donc, quelques chiffres. Le risque d'accident mortel à cyclomoteur, il est 24 fois supérieur à celui de la voiture, 24 fois. Et 23% des personnes tuées le sont en deux roues motorisées, alors qu'ils ne représentent que 2% des trajets domicile-travail. Donc, ça fait 110 personnes décédées. Donc 23% des personnes tuées pour 2% des trajets. Alors, on va voir ensemble les équipements de protection qu'il faut avoir en deux roues motorisées dans un premier temps. Donc, vous avez bien sûr le casque qui est obligatoire, les gants également, le gilet haute visibilité si vous êtes dans une situation d'arrêt d'urgence, et tout le reste est juste fortement recommandé, hein, à savoir un blouson, de préférence avec airbag intégré et de couleur claire pour être bien visible, un pantalon bien épais et des bottes ou chaussures montantes adaptées. En ce qui concerne les deux roues non motorisées, le vélo, le casque n'est pas obligatoire, en tout cas pour les adultes. Il est fortement recommandé, effectivement, en cas de chute avec trauma crânien. On a d'obligatoire la nuit le gilet réfléchissant et les écarteurs de danger. Alors ça, c'est aussi conseillé, hein, pas forcément obligatoire. Ce qui va rester obligatoire, c'est les réflecteurs et les phares, hein, les lumières avant, arrière, bien sûr. On peut ensuite voilà, rajouter un brassard, rajouter un écarteur. Tout ça, c'est du conseil. Mais effectivement, pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Alors, on n'a pas intégré le transport en trottinette, hein, pour l'instant. On y viendra peut-être dans notre prochain webinaire. Alors, pour conclure, nous avons vu que le risque routier est la première cause d'accident mortel en France, que ce soit accident, mission et trajet. Que conduire est donc un acte de travail. Le risque routier est un risque professionnel. Il doit être évalué dans le cadre du document unique d'évaluation des risques. Prévenir le risque routier contribue à l'amélioration de la santé, la sécurité des salariés et le maintien dans l'emploi. Comment prévenir ce risque? En réalisant des actions de sensibilisation, de formation à la conduite et des rappels au code de la route. Donc, s'il appartient à l'employeur de mettre en place les mesures de prévention, il appartient aux salariés de respecter ces mesures et les dispositions du code de la route. C'est à cette condition que les mesures de prévention mises en place auront leur pleine justification. Voici les sources auxquelles nous nous sommes référés pour construire cette information. Bien sûr, nous sommes à votre disposition, hein. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez que l'on présente cette sensibilisation auprès de vos collaborateurs concernés. Alors, nous allons passer maintenant, répondre à vos questions, si vous en avez bien sûr. On va essayer d'y répondre. Ah, alors, visiblement, il n'y a pas de questions. C'est pas trop tard, hein? Vous pouvez toujours en poser. Peut-être allumer le micro dans ce cas-là. Le faire par, Si vous voulez le faire de vive voix, vous pouvez le faire. Allô, allô?
Est-ce que vous êtes toujours là? Ah oui, oui, on est là. On réfléchit aux Oui, questions. d'accord, merci. Oui, 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 on est là. On se sent On moins est là, seul. on réfléchit aux questions. Question proposée. C'est toujours un petit peu difficile ces webinaires. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce Oui, que ça a répondu à vos attentes? Oui, oui, on a bien dit que le casque était obligatoire pour les enfants, mais pas pour les adultes. Non. Oui. C'est fortement conseillé de toute façon. Hein, Amanda. Oui, parce que les accidents en vélo, c'est souvent la tête qui prend. Alors, il vaut effectivement mieux mettre un casque, même si ce n'est pas obligatoire Pour les adultes. pour les adultes. Donc oui, par rapport justement à l'utilisation des vélos qui est de plus en plus, et notamment en période de pandémie, là, plus en plus utilisé depuis un an. Donc il y a de plus en plus de gens qui utilisent les vélos et donc qui sont contraints, en région parisienne notamment, de faire avec les voitures. Nous, par exemple, dans notre société, on a de plus en plus d'accidentologie, de trajets pour des portières ouvertes, voilà, que les vélos se prennent, des chaussées glissantes, des travaux, en raison des travaux de la météo. Donc, on réfléchit à faire justement des mesures de prévention pour l'utilisation de ces vélos. C'est quoi? On fait une sorte d'affiche, par exemple, qui rappelle les principes de sécurité, comme porter un gilet réfléchissant. Mais après, on ne peut pas dire aux gens faites attention. Ça va de soi de dire aux gens faites attention à votre environnement. On est un peu limité en mesure de prévention pour les vélos, quoi. Alors, tout à fait. Alors, les gilets jaunes, enfin, porter le gilet jaune, hein, enfin, un gilet haute visibilité, effectivement, Ouais. c'est important. Déjà, on voit mieux. Parce qu'effectivement, les accidents de vélo avec un conducteur garé qui ouvre sa portière, ça, c'est le grand classique. Hein. Et donc, effectivement, il faut vraiment que sur cette par des affiches, des choses comme ça, oui, c'est ce qui peut être mis en place, oui. Oui, c'est intéressant. Après, il en va de la responsabilité de chaque salarié de prendre soin de lui aussi. Mais Ouais. effectivement, en tant qu'employeur, tant qu'on sensibilise, qu'on alerte, c'est déjà énorme, quoi. C'est déjà bien de mettre l'accent dessus. Et voilà, oui, ça peut passer par des affiches, par des petits flyers, par tout moyen que vous jugerez utile. Hein, mais oui, c'est pertinent. Après, voilà, hein, on ne peut pas forcément faire plus, c'est vrai. Est-ce que les vélos doivent respecter les feux rouges? Ah, bien sûr, ça fait partie du code de la route. Oui, mais parce que je me souviens qu'il y a un peu plus de 2 ans, le code de la route prévoyait que justement les vélos n'avaient pas forcément à respecter, de s'arrêter au feu rouge et au feu vert et qu'ils pouvaient continuer tout en faisant attention évidemment qu'il n'y a pas de circulation. Alors là, Et ça, nous, on le voit en région parisienne, on le voit énormément. Je peux vous dire que aucun cycliste ne respecte les feux rouges et les feux verts. Aucun. oui, mais le Systématique. cycliste doit respecter le code de la route. C'est comme on les voit effectivement prendre l'essence interdit ou les choses comme ça. Justement, c'est interdit. Le code de la route doit être respecté à partir du moment où nous sommes sur. Oui, il y a peut-être juste dans les grandes agglomérations où effectivement, il y a quelqu'un qui dit oui, il y a des pancartes qui indiquent le droit de passer au feu rouge pour les cyclistes. Oui, mais là, ça reste des situations très ponctuelles où c'est bien indiqué. Bon, après, nous, dans notre province, non, il n'y a pas ça, en tout cas pas encore, hein, j'en ai pas vu. Moi, j'en ai pas vu. D'accord. Mais oui, dans les grandes agglomérations, c'est vrai qu'il y a des aménagements, oui, qui sont faits. Ouais. D'accord. Oui, mais ce qui trouble un peu justement comment dire, mettre en place les bonnes règles dans la tête des gens, c'est-à-dire que eux, ils l'ont vu de temps en temps, du coup, c'est systématique. Donc c'est un peu dommage que cette décision ait été prise en fait, parce que du coup, donc ça, c'est le genre de règle qu'on peut rappeler qu'il faut respecter le code de la route. Oui, c'est dire, sauf indication contraire, Voilà. vraiment ponctuelle, vous êtes soumis au code de la route, au même titre que les conducteurs de véhicules légers. Voilà, hormis situation exceptionnelle où effectivement, c'est balisé par des panneaux bien particuliers dans des zones vraiment spécifiques. Ouais.
Et effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, il y aura aussi à mettre alors les trottinettes et autres gyropodes, parce que Oui, Oui. Bah, oui, oui. où les les gens nouveaux font véhicules vraiment que nous voyons apparaître. n'importe quoi. Voilà. J'ai même vu des enfants être transportés en trottinette électrique par leurs parents sans casque, hein, ni l'un ni l'autre, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais c'est affolant ce que vous voyez en région parisienne, hein. C'est affolant, c'est affolant. Les gens sont devenus mais complètement irresponsables, quoi. Et pour eux et pour les autres et pour leurs propres enfants, ils ne se rendent pas compte. Ouais, c'est un sujet qui est vraiment, enfin, qui, comme vous l'avez dit, hein, c'est la première cause. Nous, on le voit bien dans notre société, on a beaucoup d'accidentologie, voiture, trajet et même voiture, mission, comme vous appelez ça. Alors c'est marrant parce que moi, j'avais jamais entendu accident de mission. Ah oui, le Oui, terme. c'est la première fois, oui, que je l'entends. Nous, on appelle ça Ah, accident de d'accord. travail, mais accident de mission, je retiens. Il est en mission pour son travail, donc Voilà, c'est ça. on parle d'accident de mission. Ouais, très bien, Mm. c'est parlant, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, de rien. Rien, hein. J'espère que ça vous a intéressé. Oui, oui, c'était intéressant. Oui, oui, c'était intéressant. Ça rappelle, ça remet un peu des choses à plat et ça fait des petits rappels. Donc, Eh ben, c'était c'est intéressant. parfait. D'autres Merci à vous. questions? Parce que si nous n'avons pas d'autres questions, Nous allons mettre fin à cette présentation. Vous Nous allons pourriez maintenant- nous envoyer, excusez-moi, vous pourriez nous envoyer votre PowerPoint par mail, s'il vous plaît? Alors, ça ne va pas être envoyé par mail, ça sera sur notre Site site. de la SSTV. Donc, D'accord. sur le site asstv86.fr. Alors, le temps que l'enregistrement se mette, c'est pas immédiat, mais peut-être d'ici Quelques jours. oui, quelques quelques jours, jours, D'accord. après, peut-être une Vous semaine. allez le. Voilà. Entendu. Ça, c'est pas nous qui maîtrisons après. D'accord. Voilà. Nous vous remercions. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Ah, c'est bon, ça a marché. Parce que je me disais, oh, je vois le truc enregistré.